Voilà, bonjour, merci de nous retrouver ici, Espace pour demain, un lieu unique au SPACE pour parler des défis du monde de l'élevage aujourd'hui et demain. Quels seront les métiers de demain en agriculture avec la robotisation? C'est le thème de notre table ronde. Pour nous accompagner ici, nous avons Nao. Qu'en penses-tu, Nao? La robotique sera vraiment partout? Oui, bien sûr. Car la robotique doit devenir demain une valeur ajoutée pour toutes les entreprises. Et non un outil qui se substitue à l'homme, sauf pour des tâches trop répétitives et pénibles. Voilà, on fera le point en tout cas avec nos invités sur cette introduction réalisée par Nao. La robotique a fait son apparition dans le monde de l'élevage depuis des décennies, comme nous le rappelle dans quelques minutes cette saga de la robotique, et nous nous retrouverons dans la foulée avec nos invités. Suite logique de la dépose automatique des faisceaux trayeurs, arrivée en 1965, l'idée d'une pose automatique germe dans les esprits des chercheurs pour soulager totalement le trayeur. Des tâtonnements, bien sûr, dans un premier temps, mais l'idée de la robotisation fait son chemin, d'abord en 1977 au Japon, avant d'essaimer, notamment en France au Sémagreffe, qui s'y attelle dans les années 80. Traire à la place de l'éleveur devient un enjeu important, chacun y allant de son approche. Nouvel arrivant sur le marché de la traite, Lely se lance le défi de créer un robot à partir d'une feuille quasiment blanche. L'astronaute, avec son bras robotisé multitâche, restant sous la mamelle pendant la traite, fait son apparition en 1997 au SPACE, attirant les foules. Fullwood développe en parallèle son Merlin sur le même type de technologie. De Laval développe un bras robotisé reproduisant les gestes du trayeur pour son VMS. D'autres acteurs comme Incentec avec le Galaxy, Boomatic avec le Proflex ou Christensen avec le RDS Futureline font le choix d'un bras de type industriel. Autre approche également retenue par certains, un bras desservant plusieurs stalles pour RMS, approche reprise sur le Mi-1 de GEA. Les premiers robots vont arriver dans les élevages au détour des années 2000. Les mises en route ne sont alors pas toujours simples à gérer, ni pour les éleveurs, ni pour les installateurs. Les effectifs de robots, plus fiables et mieux connus, se développent. On les met même parfois sur roues pour les placer au milieu des prairies à valoriser, comme à la ferme expérimentale de Trévarez. Dernière évolution en date, les roto-robotisés, à l'image de l'AMR de Laval, avec sa plateforme rotative et ses 5 bras robotisés spécifiques, ou le Dairy Pro Q de GEA, comptant autant de stalles robotisées que de places. La robotisation de la traite est aujourd'hui une réalité et une vraie alternative à la traite classique. En production porcine, dans les premiers élevages, la distribution de l'aliment se faisait essentiellement à la main. Mais dès les années 80, les chaînes d'alimentation se sont développées, permettant d'acheminer l'aliment du silo jusqu'à la salle ou directement à l'auge. Aujourd'hui, en plus d'être automatisée, la distribution de l'aliment peut se faire individuellement en fonction des besoins de chaque animal. Demain, on peut penser que différents paramètres pourront être pris en compte pour optimiser l'alimentation, comme par exemple le niveau d'activité des animaux grâce à des accéléromètres reliés au système de distribution de l'aliment. Dans les premiers élevages de poules pondeuses, les œufs étaient ramassés à la main dans les nids et ils étaient également rangés sur alvéoles à la main. Puis les premiers automatismes sont apparus, les œufs étant collectés et convoyés automatiquement sur tapis vers le local de conditionnement. La mise sur alvéole a été également automatisée et les robots palettiseurs sont apparus. Voilà pour cette saga qui brosse en quelques images les grandes évolutions de la robotique dans le monde agricole. Comment cette robotisation va faire bouger les métiers de l'agriculture sur le plan certes de l'efficacité, de la productivité comme on dit souvent, mais également sur le plan de la chasse aux astreintes et de la pénibilité, et également sur le plan de l'attractivité. On en parle avec notre plateau. André Sergent, bonjour. Bonjour, vous êtes le président de l'Espace pour demain.
mais également vous avez une casquette éleveur dans le Finistère. Bonjour. Donc effectivement, quand je vois les images là qui datent un peu, pour certaines quand même, on voit bien que le robot et l'agriculture, c'est pas tout nouveau, mais pour autant, c'est pas encore à l'échelle diffusion, c'est pas encore très développé. Alors maintenant, par rapport au métier que l'on a, métier d'agriculteur et d'éleveur, on sent bien quand même que ces robots sont en train de venir dans nos métiers et vont transformer les métiers de l'éleveur, notamment par rapport à certaines tâches qui sont parfois pénibles. On va en parler, oui. Et qui sont parfois aussi astreignantes. Merci André pour cette introduction. Laetitia Savary, bonjour. Bonjour. Vous êtes avicultrice? Oui, tout à fait. En Mayenne? En Mayenne, sur un bâtiment de 1500 mètres carrés. Et alors, quand vous regardez les images, les évolutions, notamment on voyait les œufs et l'évolution de la production avicole avec les automatismes. Oui, ça devient de plus en plus indispensable de se faire assister dans les tâches répétitives, quotidiennes, astreignantes. Et donc aujourd'hui, il faut évoluer dans ce milieu-là aussi. Très bien, merci Laetitia. À vos côtés, Bertrand Héon, vous êtes responsable de l'abattoir viande bovine et ovine de Kerméné, dans le 22, dans les Côtes-d'Armor. Et vous avez une entreprise de 3600 salariés. Ça compte. Les premiers robots sont arrivés en 2005. 2005. Et aujourd'hui, vous avez combien de robots? 200 robots. 200 robots. Alors, on va voir avec vous justement... Juste à la lumière des images qu'on a pu voir, donc dans le monde agricole, l'arrivée des robots il y a maintenant plusieurs décennies, c'est un peu la même chose qui s'est produit dans le monde de l'agroalimentaire que vous représentez? Oui, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de tâches qui sont des tâches de transfert de matière, de suivi de flux, dans lequel on usait les gens finalement pour transporter une carcasse d'un côté dans l'autre, pour transporter des muscles sous vide, pour transporter des bouts de viande, qui étaient très astreignants. C'est l'image d'Épinal qu'on a, des gens qui poussent ou qui portent la viande. Et donc, on a essayé, au travers de tous ces équipements, d'alléger, voire de supprimer toutes ces tâches pour aller vers des métiers un peu plus valorisants. Très bien. Vous nous expliquerez de manière plus détaillée ce travail de transfert entre l'homme et la machine. Frédéric Collet-Dany, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au sein du CEATEC. Le CEATEC, c'est le commissariat à l'énergie atomique. On peut parfois se poser la question, mais que vient faire le commissariat à l'énergie atomique au sein de SPACE? Et vous allez nous répondre. Effectivement, il n'est pas question d'irradier l'ensemble des animaux de la production. Ou de manière positive alors. Mais plutôt effectivement permettre aux agriculteurs d'utiliser des technologies qui sont développées dans d'autres domaines industriels pour faciliter leurs tâches, parce qu'on sait que le métier de l'agriculteur est un métier extrêmement pénible, avec pas mal de choses fatigantes, des TMS, pas mal d'accidents aussi. Donc si on peut robotiser pour diminuer tous ces problèmes, on va dans la bonne direction. Alors, en plus, le CEATEC aujourd'hui est représenté sur Quimper avec une antenne dédiée à l'agri et l'agro. Voilà. Tout à fait, une antenne qui va s'ouvrir à la fin de l'année. À la fin de l'année. Et donc là, avec justement, comme on l'évoquait, ces transferts de technologie, en tout cas ces réflexions sur ces transferts de technologie possibles entre justement ce qui a pu être développé notamment pour l'atome, pour le nucléaire, et aujourd'hui, pourquoi pas, des utilisations dans le monde agroalimentaire ou agriculture. Exactement, à Quimper, il y aura une plateforme où les agriculteurs pourront venir voir les nouvelles technologies, les essayer, voir si elles répondent à leurs besoins et voir comment les améliorer pour permettre qu'elles répondent à leurs besoins, justement. Alors, je vais donner la parole à Laetitia Savary pour ouvrir cette table ronde. Vous êtes à l'origine, avec votre mari, d'un robot qu'on présente ici même, depuis d'ailleurs l'an passé. Il s'appelait autrefois Tiwan. Tiwan. Maintenant, c'est Spoutnik. Voilà, c'est Spoutnik pour une vision un peu plus futuriste. Oui. Et donc, on a rebaptisé. L'avant, c'était la maquette. Et donc, aujourd'hui, c'est le produit où on lance la commercialisation, là, au SPACE. Et alors, est-ce qu'on peut dire que, avant de décrire ce que fait ce robot, comment finalement vous en êtes arrivé à cette conclusion de mettre en place ce robot, il y a une Laetitia d'avant Spoutnik et une Laetitia d'aujourd'hui? Voilà, tout à fait. Donc, il y avait moi-même qui faisais des tours et des tours dans le bâtiment pour éviter que les poules pondent au sol. Donc, c'était à peu près un cheminement de 8 km au quotidien.
8 km, il faut faire le marathon du Mont-Saint-Michel bientôt. Voilà, là. donc on était entraînés, ça pendant 6 semaines consécutives. 7 jours sur 7 7 jours sur 7. Ouais. Et aujourd'hui, donc avec Spoutnik, on peut se permettre de faire plus qu'un tour toutes les heures. Donc c'est un réel assistant à l'éleveur. Alors, ce qui est formidable dans votre aventure, c'est que c'est vraiment les producteurs, vous en l'occurrence, qui avez eu l'idée et vous avez été frappé aux portes des spécialistes de la mécatronique ou en tout cas de la robotique. Oui, voilà. Ouais. Donc avec mon mari, moi j'ai eu des problèmes de santé suite à cette pénibilité donc, du travail. Et avec mon mari, donc, on a cherché une entreprise qui concevait des robots. Donc on n'a pas trouvé. Et donc on est tombé par hasard sur un site où il y avait l'entreprise Simtech, donc l'entreprise de mécatronique qui construisait déjà des robots, du moins qui allaient dans le développement de la robotique. Et du coup, on s'est associé avec eux donc, pour créer l'entreprise T-Bot qui existe aujourd'hui depuis mai 2016. Alors, on peut réagir si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur le hashtag Espace Demain et on prendra vos réflexions, vos commentaires et vos réactions auprès des différents intervenants. Là, j'ai un monsieur qui est qui est intervenu chez nos amis et confrères WebAgri et qui dit grâce au robot, je suis redevenu éleveur ou éleveuse. Est-ce que c'est un peu votre cas ? Oui, tout à fait. On peut se reconcentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée et des tâches notamment techniques et donc à se consacrer vraiment sur la vie de l'élevage. C'est-à-dire plus précisément quand vous dites tout simplement, la valeur ajoutée prendre le temps déjà d'analyser nos résultats correctement pour pouvoir prendre les décisions techniques à suivre. Concrètement, faire les pesées d'animaux hebdomadaires. Puisque nous on est dans des bâtiments qui sont très très stricts sanitairement, donc faire du nettoyage et de manière à avoir un contexte sanitaire blanc quoi. Et donc des tâches qu'on est obligé de faire et qu'on ne peut pas passer à côté quoi. Alors, André Sergent, vous qui êtes également éleveur, mais cette fois-ci en production porcine avant tout, et puis également vache laitière, la robotique, en même temps, vous êtes un peu un passionné aussi de toutes les nouvelles technologies. Parfois, on vous montre un peu du doigt en disant « là, André, vous êtes un peu trop loin quand même ». Et finalement, peut-être que l'histoire va vous donner raison. C'est-à-dire que moi, déjà, quand on entend l'exemple, voilà, c'est très concret. Par contre, si on en parle ici, parce qu'en fait, ce sont nous, les élus de la Chambre, qui choisissons tous les ans le sujet. Donc, si on en parle ici, c'est parce que c'est vrai. Quand je côtoie mes collègues agriculteurs, éleveurs, il y a quand même dans le milieu agricole une certaine méfiance quand même par rapport à ces évolutions. Et dans cette méfiance, parce que c'est quelque chose de nouveau et donc qui fait parfois peur. Il y a aussi des échecs. Il faut en parler parce qu'en fait, le robot... c'est assez bête et méchant, je vais dire. Et c'est à l'humain de s'adapter à cette nouvelle technologie et pas l'inverse. Mais pour autant, c'était le cas avec le robot de traite. Exactement. Il y a eu beaucoup d'échecs. Il y a eu des échecs. Il faut en parler aussi. Par contre, moi, ce dont je vois, il y a l'exemple de tout à l'heure sur le volet pénibilité, notamment astreinte du métier. Et puis après, l'autre regard que j'ai aussi, c'est par rapport à l'évolution et notamment l'attractivité des métiers par rapport à nos jeunes. Moi, je considère que cette agriculture, c'est une grande richesse sur nos territoires. Par contre, on est en le droit à se poser des questions sur l'avenir, justement, de nos productions par rapport à ces activités qui sont assez astreignantes. On va revenir sur l'attractivité. Restez sur la partie productivité, efficacité. Est-ce que vous, avec la mise en place de robots, vos métiers, que ce soit du côté porc que du côté bovin, vous avez senti une évolution? Là encore, est-ce qu'il y a un nouvel André Sergent qui est apparu grâce à la robotisation? Effectivement, ça transforme le métier de l'éleveur. Ça le transforme. Et moi, ça, par contre, ça me plaît. C'est-à-dire que moi, j'aime bien justement de m'occuper de mes animaux, de bien m'occuper de mes animaux. Et pour ça, il ne faut pas être en permanence à faire des tâches qui font que on n'a plus le regard sur nos animaux. Et en plus de ce regard, il y a aussi ce qu'on appelle les données nouvelles, parce que quand on est dans la robotique, on a aussi un certain nombre de capteurs qui sont mis soit aux oreilles ou soit autour du cou de l'animal. Et ce sont des capteurs qui, pour moi, sont hyper intéressants, notamment par rapport au bien-être animal dont on en parle beaucoup.
Alors notamment, vous évoquiez, quand on en a préparé cet échange, notamment ces capteurs qui permettent en amont, notamment au niveau des vaches laitières, de pouvoir faire du repérage, alors que vous ne pourriez pas le faire si vous étiez uniquement avec votre oreille et vos bons yeux pourtant. On a des exemples très concrets. Je vais parler par exemple de l'usage des antibiotiques. Ouais. Aujourd'hui, avec ces fameux capteurs, effectivement, l'éleveur va pouvoir déceler un animal qui sera malade. Donc déceler un animal 24-48 heures avant. Et là, derrière, travailler avec une médecine douce et éviter d'utiliser des antibiotiques. Voilà, c'est un exemple. D'accord. Frédéric Collet-Dany, on vous passe la parole. Alors, donc le CEA Tech, vous travaillez sur les transferts de technologie. Est-ce qu'on tend vers l'éleveur augmenté, comme voir aujourd'hui, il y a beaucoup de courants, notamment via les GAFA, les Google, Amazon et autres, qui parlent du transhumanisme, qui sont très portés en tout cas vers ces courants d'idées. Alors on veut toujours être très prudent quand même, et notamment dans le monde agricole, on essaie toujours d'être bien les pieds sur terre. Est-ce que vous avez tendance à vouloir vous orienter vers cela, ou est-ce que c'est pas ça du tout? Alors, j'aime pas beaucoup le terme de transhumanisme, de transhumanisme ou d'humain augmenté ou des choses comme ça. Je voudrais rebondir sur ce que Madame a dit tout à l'heure. Oui. Je pense que c'est extrêmement important que les roboticiens travaillent de concert avec les agriculteurs, parce qu'en fait, on ne peut pas prétendre plaquer. Les robots sont aujourd'hui utilisés principalement dans l'industrie. On ne peut pas prétendre plaquer telles quelles des technologies qui ont été développées pour l'industrie et les plaquer dans le monde agricole et espérer que ça va marcher comme par miracle. D'accord. Donc il y a vraiment un travail à faire de concert. Et on arrive en fait à un concept qui est un concept relativement nouveau, qui est le concept de cobo, c'est-à-dire de robot collaboratif. L'idée, c'est que en fait, le robot puisse travailler de concert avec l'agriculteur, réaliser à sa place les tâches pénibles, et effectivement, comme ça a été dit, dégager du temps pour l'agriculteur, pour les tâches nobles, pour les tâches qui requièrent son intelligence et qui sont le cœur de son métier finalement. Très bien. Vous avez une volonté de... Juste une chose que j'ajouterais par rapport donc, aux activités du CEA Tech que j'ai découvert, moi, énergie atomique, je me disais mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans l'agriculture quoi. Et en fait, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, savoir que ce sont des chercheurs qui nous demandent, nous les éleveurs, quels sont vos problèmes au quotidien. Voilà, c'est pas à nous de dire il nous faut tel robot, c'est quels sont vos problèmes. Et eux, après, de leur côté, ils travaillent par rapport aux difficultés que l'on a. Non, mais on voit en même temps que André, non seulement il fait du porc, il fait du lait, mais maintenant il fait de l'énergie. Donc peut-être bientôt il va se lancer dans une centrale nucléaire, j'en sais rien. Il ne faut pas exagérer. Donc, en tout cas, effectivement, les technologies émergent à partir d'un dialogue, c'est-à-dire l'agriculteur exprime un besoin. Nous, de notre côté, on montre un petit peu quelles sont les technologies disponibles. Oui. Et à partir de cet échange-là, la mayonnaise prend et la technologie peut être développée de façon utile pour l'agriculteur. On a déjà des exemples très concrets. Par exemple, le fameux exosquelette qu'on a testé dans certaines productions. Alors, en porc, c'est sans doute peut-être là où ça paraît le plus intéressant parce que justement le travail est très contraignant, très astreignant. Je pense qu'André, tu pourrais en dire deux mots. Avoir une combinaison avec un exosquelette, c'est quelque chose toi, qui te plairait plutôt que d'avoir une machine? Alors, l'exosquelette, c'est une solution dans un certain nombre de cas. Ça présente l'inconvénient que l'agriculteur est habillé avec la machine, donc une certaine gêne. Oui. En parallèle, il y a d'autres solutions qui existent, qui sont adaptées dans d'autres cas, telles que le robot suiveur, qui va suivre l'agriculteur, entre guillemets, comme un petit chien, qui va porter les choses lourdes, ou qui va pouvoir porter un outil qui va l'aider à faire des efforts derrière. Alors, tout ça nous amène à repenser les métiers. Qu'est-ce que ça va changer dans le rapport finalement à l'élevage, à la production? André, est-ce que vous pouvez nous dire, et on va demander également à Laetitia, comment vos métiers vont réellement évoluer et notamment vous avez abordé cet aspect-là qu'il faut mettre en exergue, c'est l'attractivité des métiers. Donc comment faire en sorte que vos métiers soient encore et toujours glamour, comme on dit, quoi. M6 a encore envie de passer des jolis sujets. Moi, ce que je vois, donc, nos métiers ont besoin d'évoluer, mais il faut aussi comprendre que la société dans laquelle on vit évolue. Aujourd'hui, on est dans un temps où les loisirs sont très importants, les temps libres, et je ne critique pas ça, sauf que nous, éleveurs, si on n'a pas ces nouvelles technologies, quelque part, il y a des moments où on devient déconnecté de la société. Et ça, je considère que c'est un vrai problème dans le monde agricole.
Laetitia, l'attractivité des métiers, j'imagine pour vous, ça a été un casse-tête à un moment donné, d'où ce robot, parce que besoin d'avoir une main-d'œuvre qui puisse faire des travaux, pas toujours, c'est vrai, très qualifiants. Oui, tout à fait. Ouais, c'est très difficile de trouver une personne qui va accepter de faire ce travail-là, comme j'expliquais tout à l'heure. Et en plus, la personne finira forcément par râler parce que c'est trop répétitif, trop contraignant. Donc ce robot nous a permis de nous libérer un peu plus de temps, de s'organiser différemment dans la journée et de pouvoir sortir un petit peu du bâtiment, ne serait-ce que pour aller manger le midi, chose qui n'était pas possible avant, quoi. On a vraiment le sentiment que vous viviez, et je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui n'était pas suffisamment peut-être connu du grand public. Disons que je ne suis pas la seule à travailler dans ces conditions-là. Bien sûr. Mais en fait, c'est un sujet qui est très tabou. Ouais. Quand on parle de burn-out en agriculture, il y a très peu de portes à s'ouvrir. Ouais. On en parle peut-être plus dans d'autres secteurs d'activité. Bertrand, et on va vous entendre également parce que vous avez connu justement cette évolution de la robotique au sein de vos abattoirs. Les premiers robots en 2005, aujourd'hui 200 robots. Du coup, je serais tenté de dire où est passée la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle est restée en place déjà pour une part parce qu'un robot, comme vous le disiez tout à l'heure, ça ne marche pas tout seul, quoi, hein. Il faut le faire fonctionner. Alors, c'est déjà une première étape. Mais est-ce qu'il faut que des ingénieurs maintenant? Mais pas que des ingénieurs, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu, parce qu'on s'est posé un certain nombre de questions quand on a posé ces robots. On s'est demandé ce qu'allaient faire les gens, en fait, qui faisaient tourner les tapis, qui étaient employés dans l'entreprise. Bien sûr. Et on s'est aperçu que finalement, optimiser ces robots, les amener à fonctionner correctement, les piloter étaient à la portée, je dirais, de tout le monde. À partir du moment où les gens ont envie, où ils savent, où ils maîtrisent finalement ce métier de la viande, bien, ce qu'ils ont envie, c'est que ça marche. Et bien souvent, ce n'est pas très compliqué de faire en sorte que ça marche. À partir du moment où on a l'outil, où on sait adapter l'outil et où il y a, je dirais, une étude de besoin, dont vous parliez tout à l'heure, qui a été correctement faite, à partir de ce moment-là, eh bien, on a un outil qui est censé, qui est capable en fait de faire la tâche et charge après à l'homme de le mettre en œuvre. Donc on parle de cobotique. Donc la cobotique, c'est l'outil qui va assister l'homme pour faire, mais la machine, il faut aussi l'assister. Elle ne fonctionne pas toute seule, quoi. Donc vous avez pu augmenter le niveau de qualification des personnes qui travaillaient au sein de votre entreprise. Et donc le recrutement s'est fait, on va dire, plus facilement, ou en tout cas avec moins de complexité, parce que en fait, vous n'avez pas été amené à mettre en place de plans social pour l'arrivée des robots, par exemple. Absolument pas, parce qu'en fait, on est dans des zones agroalimentaires où finalement il y a un chômage qui est assez faible, hein, et il y a une certaine pauvreté, je dirais, au niveau de la ressource humaine, en quelque sorte. Et donc, c'est compliqué d'embaucher. Et donc, pour partie, les gens qui sont restés, en fait, se font marcher ces machines, hein, optimisent, je dirais, la gestuelle, le rendement de ces machines, mais aussi ont été orientés vers des métiers plus techniques, puisque on a des métiers qui restent complètement humains. Un couteau, aujourd'hui, dans le bœuf, par exemple, qui est un métier très technique, avec une grande variabilité du produit, ne peut pas être mécanisé. On ne sait pas le faire aujourd'hui. Ça veut dire que les gens sont partis vers des tâches comme celle-là, qui sont plus techniques, plus rémunératrices, mais aussi beaucoup plus intéressantes. C'est-à-dire qu'on est passé de tâches, finalement, de manutentionnaires, à des tâches qui demandent de la réflexion ou de la technicité. Voilà. Frédéric Colledani, vous êtes installé maintenant, en tout cas une de vos antennes va s'installer à Quimper. On voit également que finalement les nouvelles technologies, via notamment pourquoi pas la robotique, permet aussi d'organiser le territoire et de ne pas tout concentrer, on va dire, sur les très grandes métropoles, et que nos territoires ont besoin justement aussi, parce qu'il y a des endroits où il y a une main-d'œuvre, ou en tout cas une population un peu moins qualifiée, qui a besoin d'être organisée, d'être formée. Est-ce que les robots peuvent justement apporter ce capital-là de formation et faciliter ainsi des reconversions, des formations nouvelles, et amener peut-être aussi les plus jeunes à aller vers les métiers de l'élevage? Alors, je pense qu'effectivement, il y a des, notamment en Bretagne, où le monde agricole, agroalimentaire sont très forts, et effectivement, comme disait monsieur, il y a des problèmes de recrutement parfois de temps en temps.
Le fait de travailler avec des nouvelles technologies, c'est quelque chose qui est attractif. C'est plus facile pour quelqu'un de dire je suis pilote de robot dans mon entreprise plutôt que je découpe des jambons toute la journée, entre guillemets. C'est plus socialement acceptable quelque part. On rend, comme on le disait, le travail moins pénible. Et donc effectivement, on crée du lien dans ces métiers-là. Oui. Très bien. Oui, André. Juste un point que je rajouterai par rapport à ce que je viens d'entendre. On avait, il y a quelques mois maintenant, des échéances électorales et où effectivement on a parlé aussi de robotisation et notamment de casse sociale en lien avec la robotisation. Et là, pareil, moi je m'inscris complètement dans le faux, notamment au travers de l'exemple qu'on a entendu tout à l'heure. C'est vraiment une transformation des emplois. Et je trouve que c'est quelque chose qui est bien, mais il ne faut pas dire que c'est une casse sociale. Je peux réagir par rapport à ça, oui. La casse sociale, entre guillemets, elle existait déjà avant. Quand on cassait les gens dans les entreprises à faire des métiers extrêmement pénibles, à porter des carcasses, choses comme ça. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, effectivement. Voilà, on est passé de la caste sociale à on va dire l'anti-caste sociale. Voilà. Et aujourd'hui, on a des ateliers qui se transforment progressivement. On ne bascule pas un atelier du jour au lendemain sur une activité complètement robotisée. Et paradoxalement, les gens sont souvent très attachés à leur tâche et ils ont du mal en fait à passer d'un emploi à un autre parce qu'ils se posent toujours beaucoup de questions. Et en fait, le fait de voir ces tapis s'implanter, de voir le travail qui change, de voir l'intérêt pour le travail qui évolue, de la part de ceux évidemment qui ont été les premiers à basculer sur ces ateliers-là, génère chez les gens qui restent sur les tapis tradis une envie en fait. On n'a pas de difficulté à passer les gens d'un système à l'autre parce que, au vu du résultat, les gens ont envie d'y aller. Et on passe de tâches, effectivement, qui sont souvent des gestes très répétitifs, à des tâches où bien il y a à la fois de la réflexion, de l'investigation, de l'échange, parce qu'un robot, c'est pas l'opérateur qui le fait marcher tout seul, c'est pas non plus un agent de maintenance qui le fait marcher tout seul, c'est pas non plus des ingénieurs. C'est bien, je dirais, la résultante d'une communication qu'il y a entre chacun pour faire en sorte que l'outil marche au mieux. Et ça, c'est fondamentalement différent. Et on évolue lourdement vers ce genre de choses où effectivement, on a besoin de gens qui sachent communiquer, qui sachent échanger et qui sachent énoncer leurs problèmes, dire ce qu'ils font et demander ce qu'ils veulent. C'est vrai que, comme vous le dites, on est passé par une période dans les années 60 ou les années 50-60 où il y a eu une forte mécanisation. Alors, ce n'était pas la robotisation, il y avait une robotisation également, mais une mécanisation aussi, où là, on n'a pas vraiment demandé aux gens ce qu'ils pensaient. Et c'est vrai qu'en même temps, on a été amené à les remercier du travail réalisé. Et il y a eu comme ça des images fortes qui ont marqué. Et la crainte, c'est ça, c'est de se dire finalement, les robots envahissent les fermes et puis les éleveurs vont se retrouver sur le carreau, quoi. Complètement. Dans les années 50-60, c'était presque normal, entre guillemets, d'avoir des gens cassés à 50 ans. Maintenant, c'est plus socialement acceptable et heureusement. Donc, par ailleurs, effectivement, on n'est plus à cette époque où on a remplacé les gens par des machines sans trop faire attention aux gens, justement. Et on sait que aussi bien dans le domaine agricole qu'agroalimentaire, on aura encore besoin pendant très longtemps de personnes pour faire marcher les systèmes parce que c'est des matériaux vivants avec une très grande variabilité. Donc aujourd'hui, la machine est très loin de savoir faire un travail de la qualité de l'homme, quoi. Et ce qui est important, c'est de faire un travail d'ergonomie avec les opérateurs sur les lignes, avec les agriculteurs dans les exploitations, de façon à ce que la machine puisse les aider et que l'ensemble du travail soit repensé de façon à diminuer la pénibilité et à rendre le travail le plus efficace possible. Oui, Bertrand. Et puis les choses évoluent fondamentalement, c'est-à-dire qu'avant une voiture à 2 chevaux, elle est sortie en 1930 et quelques et elle se vendait encore en 1980, ça a duré 50 ans. Mais nos produits dans l'agroalimentaire, ils ont duré de vie de 2, 3, 4, 5 ans au maximum. Oui. Donc ça veut dire que la rotation, les nouveaux produits qui arrivent en permanence viennent en fait faire évoluer de manière, accélèrent le rythme de l'innovation et nous amènent aussi à changer en permanence. Donc il faut aussi que les opérateurs, que les gens qui font marcher les machines, qui restent les mêmes pendant toute leur carrière, suivent ces machines, suivent cette évolution et accompagnent. Donc le travail change tous les jours aussi pour ça. Et il y a un deuxième phénomène très important qu'on vit actuellement, c'est nos produits, la vente des produits passe de plus en plus par un contenu
par un contenu immatériel, c'est-à-dire qu'avant, eh bien, finalement, on vendait notre produit pour ce qu'il était. Le verre était ce qu'il était. Aujourd'hui, on veut savoir s'il a pollué, s'il n'a pas pollué, quel est son contenant carbone, comment les gens qui travaillent dans l'entreprise évoluent. On a tout un contenu éthique du produit qui prend du poids, qui prend aussi de la valeur, naturellement, et qui amènera à développer, je dirais, un tas de technologies qui pourront se financer au travers de ça, mais qui aussi apporteront à l'homme certainement une autre dimension à l'intérieur des entreprises. De la valeur ajoutée. Voilà, et dans la société. Alors, Laetitia Savary, vous avez vécu finalement cette évolution. Non seulement vous êtes intéressé à vos poules reproductrices, ça c'est une chose, mais également vous êtes intéressé, à partir du moment où le premier robot est apparu chez vous, à son évolution, et vous avez essayé continuellement avec les équipes, j'imagine notamment de Tibot, Tibot Technologies, qui a développé ce robot avec vous, de construire des versions nouvelles. Oui, tout à fait. Ouais. On a commencé, nous, on a fait les premiers essais dans notre propre bâtiment, donc au mois de janvier 2017. Et ça ne vous a pas perturbé, finalement, dans votre travail ? Eh bien, disons qu'on était dans une phase d'observation, d'autocritique, et pour faire évoluer le produit. Oui. Et après, donc, on a construit 5 autres robots pour le mettre en test dans différents bâtiments. Et du coup, le produit n'a cessé d'évoluer tout pendant ces 6 mois. Et ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Mais les tests en élevage ont permis vraiment de rendre les choses concrètes et puis d'ajuster ce robot aux besoins. Et donc, votre métier, là, il a en même temps évolué par rapport à cela. C'est-à-dire que maintenant, vous vous êtes intéressé à la façon dont un robot fonctionne, comment il réagit avec les poules. C'est vraiment un autre métier. C'est une autre casquette qu'on prend au quotidien. Quoi. Vous aimez ça ? Ça vous plaît ? Tout à fait, puisque c'est l'évolution du métier. On ne peut pas être contre l'évolution et contre la robotisation. Quoi. Il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes par rapport à la robotisation, qui vous disent que vous tuez le métier, les animaux sont mal à l'aise avec les robots, par exemple. Nous, ce qu'on en a vu, c'est plutôt le contraire. En fait, le robot stresse moins les animaux que quand nous, on passe avec des artifices manuels. Ça veut dire que vous avez une meilleure productivité aujourd'hui ? Il y a une meilleure productivité avec le robot. Oui. Les animaux sont plus calmes. Et donc, du coup, ça s'en ressent sur la production et le bien-être animal. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les outils qui permettent, je ne sais pas, vous posez la question également à Frédéric Colidani, pour justement bien jauger de l'intérêt en termes d'efficacité, parce que j'imagine que c'est ça aussi qui est recherché par rapport à nos intervenants en élevage. Ils attendent certes des évolutions par rapport à la pénibilité, mais aussi par rapport à la productivité. Et là-dessus, vous avez des éléments qui permettent de se dire oui, à un instant T par rapport à autrefois. Alors oui, effectivement, comme ça a été mentionné tout à l'heure, on a de plus en plus de capteurs dans l'élevage, un peu partout, qui permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe au niveau de chaque animal individuellement, et donc de piloter l'élevage non plus de façon extrêmement globale, mais animal par animal, et donc d'optimiser son bien-être, et donc quelque part également la productivité. Curiosité, vous avez un robot, vous avez donc des capteurs. Une fois qu'on a le robot et le capteur, on a des données. Elles appartiennent à qui les données ? Au constructeur, au robot ? Elles appartiennent à André qui a fait l'acquisition, qui est peut-être simple locataire du robot. Parce qu'à la limite, maintenant tout se loue. Donc, Non, mais ça, par contre, c'est un autre sujet. Oui, mais mais c'est quelque chose, je pense, moi, très important. Et nous, la profession agricole, il faut qu'on se méfie quand même pour le coup là, des grands de ne pas forcément lâcher toutes ces données. Il faut qu'on en reste maître. D'accord, très bien. Des questions peut-être de la part du public. Est-ce qu'il y a chez vous des interrogations, des commentaires, des observations que vous souhaitez peut-être formuler auprès des uns ou des autres ? Vous levez la main, puis on vous amène le micro, tout simplement. Voilà. Oui. Non. Pas de questions. C'est tellement clair, c'est tellement limpide. Ça paraît tellement évident. Bon, Laetitia, votre Spoutnik, demain, vous passez à quel ? À Soyouz ? Non, pour l'instant, là, c'est une première version. Après, on a d'autres pistes de réflexion sur l'évolution du produit à venir. On espère lui faire des petits frères. Ouais.
Bon. Et vous, Bertrand, dans votre abattoir, encore plus de robots ou maintenant vous avez mis le haut là, ça y est, vous avez votre nombre de robots et vous n'allez pas aller au-delà, votre numerus clausus. Non, c'est jamais terminé en fait. On est en évolution permanente et puis on voit bien que nos robots, eux aussi, nous amènent d'autres problématiques. Ouais. Donc, qui sont différentes, qu'il faut aussi traiter. Et l'évolution passe par identifier tous les goulots d'étranglement, puis les traiter les uns derrière les autres. Et donc, c'est pas fini. C'est que le début, je dirais, de la mise en place de ces robots. Et à l'intérieur de ça, l'homme trouvera sa place parce que c'est bien lui qui est le maître d'œuvre. Et à tous les niveaux de la mise en place, quoi. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'évolution des choses, l'évolution des métiers, l'évolution des collections, l'évolution des produits et de l'offre fait que ça s'accélère, ça va de plus en plus vite. Et donc, on aura toujours besoin d'hommes pour faire marcher nos outils. André Sergent, vous qui êtes à la fois, on l'a dit, en production porcine, en production laitière, vache laitière, la robotisation, non seulement, c'est pas une histoire d'y croire ou de ne pas y croire, c'est la réalité. Aujourd'hui, on en parle ici sur cet espace, mais beaucoup y sont déjà passés. On a vu à travers, ne serait-ce que la conférence de presse, des exploitations entièrement robotisées avec 2 personnes et qui ont, par vache laitière, un très très bon rendement, on va dire. Oui, tout à fait. Par contre, ce que je dirais quand même, c'est que la robotisation, on voit bien, hein, donc c'est en train de venir dans notre agriculture, mais je considère quand même que ce n'est pas non plus le modèle unique du développement de notre agriculture. D'accord, voilà, il ne faut être clair là-dessus. Voilà, parce que je pense, moi, que tous les éleveurs ne voudront pas, et par des choix éthiques peut-être même, je ne sais pas. Voilà, et c'est comme ça, et je le respecte ça, quoi. Mais pour autant, quand on voit des évolutions de ce style qui sont en train de venir dans notre monde agricole, on se doit, nous, Chambre d'agriculture notamment, d'en parler, de présenter, et puis de dire les échecs, j'ai parlé aussi des échecs, bien et sûr, les réussites en lien avec ces robots. Donc je considère que c'est quand même une évolution intéressante. Par contre, juste un point quand même, par rapport à notre agriculture, moi, ce que j'aimerais quand même pour pouvoir y accéder plus encore à la robotique, c'est qu'à un moment donné aussi, nos productions soient valorisées à leur juste prix. Parce qu'on aura beau dire, ces robots auront quand même un prix, c'est clair. Et donc, non seulement ils auront, mais ils ont un prix. Ils ont un prix. Ils ont un prix. Ça n'est pas donné le Kileli, là, même si pour, on a un an pour pouvoir le commander, on le sait bien. Voilà. Et donc c'est pour ça que je le dis ça aussi, quoi, hein. Il faudra quand même que nos productions soient valorisées à leur juste prix. Alors, ça passera. Oui, Frédéric. Je dirais je vois au moins 3 raisons pour lesquelles, effectivement, la robotique va continuer à se développer. Il y a une première raison qui est la facilité d'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, c'était compliqué de programmer un robot, ça demandait des spécialistes. Aujourd'hui, avec un smartphone ou simplement en attrapant le robot et en lui montrant la trajectoire à faire, on peut arriver à le programmer sans avoir d'ingénieur roboticien sous la main. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est typiquement pour l'agriculture dont les gens souhaitent, la société demande qu'elle soit de plus en plus écologique, de moins en moins d'intrants. Donc ça veut dire du travail du sol de plus en plus mécanique. Et ça, plus personne ne voudra le faire à la main comme c'était fait il y a quelques dizaines d'années. D'où l'importance effectivement des systèmes mécanisés, robotisés. Et le troisième point, c'est que je dirais que nos concurrents, que ce soit en Europe du Nord, que ce soit en Australie, Nouvelle-Zélande, se robotisent et se mécanisent à tout va. Et donc, c'est important de rester compétitif dans ce contexte-là. Alors, une question sur Twitter avec le hashtag Espace Demain, en attendant peut-être quelques mains qui vont se lever parmi le public si elles le souhaitent. La robotique peut-elle apprendre à travailler avec l'animal ? Est-ce qu'il y a eu des travaux de réaliser ? Est-ce que vous avez réussi, parce qu'on parle beaucoup de la robotique qui travaille avec l'homme, mais avec l'animal, est-ce qu'il y a un travail de fait sur ce plan-là ? Alors, qui peut apporter peut-être un niveau de réflexion ? Laetitia, vous qui travaillez avec Spoutnik, vous travaillez avec notamment des spécialistes en zootechnique, par exemple ? On travaille avec l'Université de Rennes et tous, donc en collaboration sur ce projet. Ouais. D'accord. Et pour vous, il n'y a pas de problématique ou de questions à se poser sur l'animal qui fonctionne bien avec le robot, quoi. De toute façon, c'est le robot, on l'adapte à l'animal. On ne cherche pas à modifier, à l'imposer. Il faut que l'animal se sente bien, même en présence du robot. D'accord, très bien. Eh bien, merci encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions venant du public ?
Oui, une question, juste derrière nous. Approchez-vous, Valérie. Ah oui, Valérie Dame, voilà. Bonjour. Bonjour. Une question, je me demandais pour quelle raison est-ce que le monde de l'industrie s'était robotisé avant l'agriculture? Est-ce que vous avez des données par rapport à ça? Et qu'est-ce qui explique un transfert qui pourrait être massif maintenant? Alors, je pense qu'une des raisons principales, c'est que c'était finalement presque plus facile. C'est-à-dire que fabriquer des voitures par milliers quand c'est la même voiture, c'est relativement facile à programmer un robot, même si on passe du temps pour le programmer et le mettre au point. Quand il s'agit de découper de la viande, comme on évoquait tout à l'heure, chaque bête est extrêmement différente, et donc on a besoin de l'œil humain aujourd'hui pour faire ça. Donc, ce qui explique, à mon sens, la grande difficulté dans la robotisation dans ces métiers-là. Alors, après, Bertrand, et là c'est une réponse, je pense que la robotisation c'est installé finalement à des endroits où il y avait des flux importants qu'on traitait avec l'homme. C'est-à-dire quand on a mécanisé des tâches. Et pour transférer, je parlais de transfert de matière ou de transfert de flux, pour transférer le flux d'un endroit à l'autre, ben à chaque fois c'est compliqué. Et on ne sait pas le faire mécaniquement, on ne savait pas au départ le faire mécaniquement. Rouler les cigarettes c'est facile, les mettre dans le paquet c'est un peu plus compliqué. Et donc à un moment donné, parce qu'on avait à certains endroits des transferts de flux qui demandaient des gestes très très répétitifs, eh bien finalement on a trouvé un vrai intérêt à y mettre un robot, parce qu'il n'y avait aucune plus-value humaine à faire le travail. Et par contre, on cassait des gens parce qu'ils faisaient des milliers et des milliers de fois le même geste dans la journée. Et alors que le robot, là pour le coup, trouve complètement sa justification, puisqu'il fait un geste simple d'un endroit à un autre pour transférer un produit d'un endroit à un autre. Et donc là, on a une vraie plus-value du robot. Et facile à mettre en œuvre. Juste un mot de conclusion, Laetitia. Par rapport à la fois au travail que vous menez avec les équipes de T-Bot Technologies sur ce Spoutnik, ce robot qui est là pour effrayer entre guillemets les poules, les pousser en tout cas vers leur pondoir. Oui. Une petite conclusion ? On espère qu'on lance la commercialisation de Spoutnik à ce space et on lui espère un très grand avenir. Très bien, voilà. Bertrand Héon, vous poursuivez toujours donc la robotisation des tâches. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans vos abattoirs notamment. Il y a encore énormément de travail parce qu'au fur et à mesure qu'on installe et qu'on repousse finalement les endroits les endroits noirs, où on a le plus d'accidentologie ou de TMS, on s'aperçoit qu'on se pose de nouvelles problématiques. Et sur des sujets qui a priori étaient simples, comme des transferts de matière très simples, on va vers des systèmes un peu plus complexes où effectivement on va demander des gestes plus compliqués au robot ou des gestes plus ajustés ou des produits qui ont une variabilité plus importante au départ, trouvent finalement des outils qui sont capables de les traiter alors qu'avant c'était impossible. Donc il y a encore effectivement un grand espace de travail et un grand espace d'investigation à faire, quoi. André, une conclusion sur justement la place du robot au sein du monde de l'élevage et l'évolution de ces emplois, de ces métiers. Ton métier va changer bientôt là. Un point, oui, en conclusion, que je dirais que je n'ai pas du tout abordé non plus, c'est la notion de la robotique, de l'élevage et de l'industrialisation de notre élevage. Et je considère que c'est quelque chose dans lequel je m'inscris complètement en faux, quoi. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir... Il y en aura pour autant. Non, c'est pas ça. Non. On a aujourd'hui la chance d'avoir des exploitations familiales avec des capitaux familiaux en Bretagne et dans l'ouest de la France. Et justement, pour soulager, à l'exemple de ce qu'on voit là avec le Spoutnik, pour soulager le métier des éleveurs, c'est pour maintenir justement ces exploitations familiales et pas pour autre chose. Quand j'entends l'industrialisation, je dis non. D'accord. Et on peut imaginer une robotisation des fonctions, notamment d'élus par exemple. Ça permettrait notamment parfois de lever certaines tâches ou certaines astreintes. Je pense que ça va être compliqué là. Ok, merci André. Alors Frédéric, juste pour conclure également. En conclusion, je pense qu'on a vu qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Oui. Et il y a encore énormément d'endroits où il faut qu'on progresse dans la diminution de la pénibilité pour les agriculteurs, pour les travailleurs dans les usines. Il faut qu'on progresse aussi en bien-être animal. Et donc nous, on est disponible, notamment avec l'antenne qui va s'installer à Quimper, pour des partenariats, pour travailler dans ces directions-là. On pourra frapper à votre porte facilement en tant qu'éleveur et dire voilà, j'ai une problématique comme madame et essayer de trouver des solutions. Sans aucun problème. Voilà, sans aucun problème. D'accord, très bien.
Bien, on ne demandera plus qu'à voir après, et on vous a entendu et on va vous suivre par rapport à ce que vous avez proposé. Merci à Laetitia Savary, donc avicultrice, qui utilise donc un robot dans son élevage de poules reproductrices. Merci à Frédéric Colledani, donc chercheur au CEA Tech et expert en exosquelette. Merci à Bertrand Héon, responsable de l'abattoir viande bovine et ovine à Kerméné, dans les Côtes-d'Armor. Et merci également à notre président, qui n'est pas du tout robotisé, André Sergent, qui préside cette plateforme, cet espace pour demain, et qui abordait aujourd'hui le thème de la robotique au service de l'éleveur. Merci à l'ensemble de nos invités pour cet échange et à bientôt. Merci.